Bonjour à toutes et à tous, chers abonnés d'Omerta. Je suis très ravie de vous annoncer une très bonne nouvelle, la sortie de notre nouveau hors-série Ukraine, la guerre sans fin, disponible dans plus de 5000 kiosques partout en France et également sur notre site internet www.omertamedia.fr. Merci pour votre soutien, vous êtes là pour nous et vous pouvez compter sur nous. À vos kiosques. Régis Le Sommier est sur Radio Courtoisie. Bonjour Régis. Bonjour Liselotte. Merci d'être avec nous. On parle de Roumanie. Alors effectivement, il n'y a pas de raisons officielles qui ont été avancées à cette décision. En revanche, on sait que Georgescu était accusé notamment d'être un agent russe, en fait. Qu'est-ce qu'il en est vraiment ? Oui, alors c'est très intéressant parce qu'en fait, il a ces griefs qui lui sont attribués d'être un agent russe. Alors il y a aussi complot, il y a aussi malversation financière. Enfin, il y a tout un tas, il y a un package, une avalanche finalement de griefs sur ce candidat qui lui ont été notifiés au moment où il avait, le jour du dépôt de sa candidature, où il a été arrêté par la police roumaine, emmené au tribunal. Il a été libéré le lendemain et puis depuis, il a tenté de représenter à nouveau sa candidature et il s'est vu attribuer tous ces griefs qui normalement, si on a un peu de bon sens, auraient dû lui interdire de se présenter en novembre dernier quand il a fait ce score 23% au premier tour des élections en Roumanie. Eh bien, normalement, s'il avait eu tout ça, il n'aurait pas été autorisé à se présenter. Alors donc, on le charge, on lui trouve ses raisons. Alors ça m'a rappelé, et ce qui est très intéressant en Roumanie aujourd'hui, c'est que ça rappelle les méthodes un petit peu, on va dire, de la sécurité de l'époque Ceausescu. C'est-à-dire que quand on veut, vous savez, quand celui qui a, je dirais, incarné en une phrase tout ça, c'est le fameux bras droit de Staline, qui est Lavrenti Beria, qui disait montrez-moi l'homme et je vous trouverai le crime. Donc c'est un petit peu ça, ce Kalin Georgescu, qu'on accuse d'être un candidat d'extrême droite pro-russe. Alors, en fait, ce qu'il a dit globalement, c'est qu'il était plutôt hostile à la guerre et à l'engagement en Ukraine des troupes roumaines. Donc ça suffit à alerter, on va dire, toutes les bonnes âmes bien pensantes et à lui attribuer les qualificatifs disqualifiants de pro-russe et d'extrême droite. Ce qui est très intéressant tout ça, parce que quand vous réfléchissez, Navalny, par exemple, en Russie, l'opposant numéro un, Vladimir Poutine, lui n'a jamais eu le qualificatif d'extrême droite, et quand vous regardez ses propos, notamment avant qu'il soit arrêté, il le méritait largement. Il avait il a eu des propos xénophobes, racistes, etc. Mais il n'a jamais eu le qualificatif d'extrême droite parce qu'il était dans le bon camp. Là, le Georgescu en question, c'est plutôt quelqu'un qui a travaillé pour des ONG américaines, même je crois à un moment pour BlackRock. Donc le côté pro-russe est quand même extrêmement ténu. Et puis la raison qui avait été invoquée pour annuler les élections entre le premier et le deuxième tour, donc en décembre dernier, le 6 décembre, la Cour constitutionnelle de Roumanie décide d'annuler les élections parce que, en raison d'une altération de l'algorithme de TikTok en faveur du candidat Georgescu, magouille, on va dire, informatique qui aurait été opérée par les Russes au profit de ce candidat. Depuis, il y a une commission d'enquête qui a été nommée par la Commission européenne pour vérifier ces dires, et il n'y a toujours pas de conclusion là-dessus. Tout ça est extrêmement flou, et on sent bien que finalement, avec cette interdiction de sa candidature hier, qui est motivée par pas grand-chose, eh bien, on se rend compte qu'en réalité, c'est ce candidat-là qui dérange, qui n'est pas le candidat qui aurait dû gagner. Et vous savez, comme pour Thierry Breton, pour Ursula von der Leyen, la démocratie, c'est toujours à sens unique. C'est quand le candidat qu'on soutient est élu. Si c'est l'autre candidat, mais ce n'est plus la démocratie, on parle de dictature, et on va jusqu'à interdire les élections, ou en tout cas peser pour qu'elles soient interdites, parce que officiellement ce n'est pas l'Union européenne qui les interdit, mais cette Cour constitutionnelle de Roumanie. Voilà. Les Roumains se sont déjà soulevés, hein, ils sont très nombreux dans la rue. Georgescu, aujourd'hui, il apparaît comme le martyr de ce système et on imagine que sa cote de popularité peut exploser. Ça peut conduire à des gros chamboulements politiques, ça, en Roumanie, Régis Le Sommier.
Oui, tout à fait. On a vu des scènes hier dans les rues des principales villes de Roumanie, hein, pas seulement la capitale Bucarest, qui rappelaient un petit peu la révolution roumaine des années 90, la chute du communisme. Donc il y a eu des émeutes, il y a eu à la fois des gens qui vraiment se mobilisent. Maintenant, est-ce que le mouvement va durer? Est-ce que disons, cette candidature est définitivement écartée, ou est-ce que il va y avoir le gouvernement va faire machine arrière si la pression populaire continue. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la cote de popularité, depuis justement la suppression de l'élection en décembre dernier, depuis cette décision absolument unique, on va dire, dans un pays de l'Union européenne, parce que là aussi, la Roumanie n'est pas un pays ex de l'Union soviétique dans lequel une révolution ou des magouilles électorales auraient lieu. C'est un pays de l'Union européenne, un pays dans lequel d'ailleurs nous, Français, avons des soldats présents, donc c'est quand même intéressant aussi de voir qu'il n'y a pas beaucoup de réactions de la part du gouvernement français ce qui se passe en Roumanie, mais il y a un intérêt, et puis et c'est là où le problème réside finalement, c'est que dans l'architecture de l'OTAN, face à la Russie, la Roumanie est une pièce essentielle, avec notamment la base de Constanța sur les bords de la mer Noire, qui permet de faire face directement à l'Ukraine, avec Odessa en ligne de mire et finalement toute la côte que les Russes occupent aujourd'hui. Donc on est avec une pièce maîtresse qui, si Georgescu est élu, eh bien, adopterait une attitude anti-guerre, et ça, évidemment, c'est quelque chose qui agite beaucoup, d'autant que l'allié américain, en plus, s'est retiré du théâtre, ou en tout cas tente de négocier avec les Russes. Donc on est dans une situation où il y a une certaine fébrilité, on le sent bien, et le message anti-guerre aussi est en train de progresser à travers des candidatures comme Georgescu, mais Georgescu étant, je vais dire, victime de son succès, parce qu'à la base, c'est pas quelqu'un d'extraordinaire, et c'est pas quelqu'un qui va développer des... Il a simplement, je vous dis, émis l'idée, il est dans le ton de pas mal de peuples en Europe qui ne veulent pas qu'on envoie des troupes de leur pays se battre en Ukraine, et qui n'ont pas envie de voir leur jeunesse potentiellement menacée par cette guerre. Et donc, je pense que là, vraiment, voilà, il y a une sorte de prise de pouvoir. Enfin, c'est très intéressant, parce que c'est une fébrilité. Thierry Breton l'avait évoqué en rétro-pédalant, en disant non, l'Union européenne n'a absolument pas le pouvoir ni la volonté de supprimer les élections, mais de vérifier les discours à travers ce que le même Thierry Breton a mis en place. Vous savez, cette fameuse, c'est le DSA, le Digital Service Act, qui est le règlement européen sur les services numériques, qui est censé, il a expliqué, Thierry Breton, il est censé réguler la parole. Et quand quelqu'un comme Elon Musk, par exemple, intervient en Europe pour soutenir l'AfD, eh bien, ce Digital Act, Service Act, justement, fonctionne. Et il dit que ce n'est absolument pas un instrument de censure, mais on sent bien quand même qu'il s'agit d'une manière aussi d'essayer de museler les opinions. Voilà, et même s'il n'y a pas d'implication directe de l'Union européenne dans les décisions du gouvernement roumain, bien, on sent que la pression est énorme pour que, on va dire, la Roumanie reste dans le camp du bien. Voilà. Il y a quelque chose sur lequel il faudrait, je crois, qu'on revienne, c'est la manière dont le premier tour des élections a été annulé. On a annulé ce premier tour des élections roumaines en expliquant qu'il y avait eu une ingérence russe. Et à l'arrivée, la seule chose qui est observable, c'est qu'effectivement, il y aurait eu sur TikTok des publicités en faveur de ce candidat, ou en tout cas des thèses défendues par ce candidat, qui auraient pu avoir été financées par des Russes. Mais autrement dit, il n'y a à aucun moment donné, on a pu prouver que des gens avaient été payés pour voter pour Georgescu par les Russes. On n'a jamais pu prouver qu'un bureau de vote avait été piraté par les Russes. Autrement dit, la seule chose qu'on peut prouver, c'est que des gens ont été soumis à un discours de propagande et que cette propagande les a convaincus. Et c'est ça qui est absolument fabuleux de dire. En fait, l'Union européenne
est en train d'expliquer à des gens que le fait qu'ils soient convaincus par des arguments que l'Union européenne trouve mauvais est en soi une faute. Oui, Alexandre voulait rajouter quelque chose, pardon. Simplement compléter ce que vous disiez, Richard. Il y a juste une autre information qui effectivement n'a pas été très diffusée, mais qui a été quand même établie, c'est que en fait il y a eu 2 diplomates russes qui ont été récemment expulsés de Roumanie à cause des liens après l'annulation du premier tour, à cause des liens que l'équipe de Georgescu avait justement noués avec Moscou. Et en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'effectivement le gouvernement roumain a expulsé ces 2 diplomates parce que Georgescu aurait demandé un soutien à Moscou dans la suite, mais c'était après l'annulation du premier cours. Ah, tout à fait, mais je voudrais juste, c'est juste pour compléter en disant qu'il y a quand même des liens avérés tout de même entre Georgescu et Moscou. Mais oui, mais en fait, le fait qu'il y ait des liens avérés, c'est comme si on m'expliquait qu'il y a des liens avérés entre Rachida Dati et les États-Unis, entre Gérard Larcher et les États-Unis, entre Jean-Pierre Raffarin et la Chine. Voilà, est-ce que... Régis. Oui, c'est vous l'invité, il paraît. Oui, non, c'est fait a posteriori. C'est comme les charges qui ont été imputées à Georgescu par le tribunal roumain et par la police roumaine. C'est des choses qu'on trouve a posteriori, c'est-à-dire on vient renforcer en expulsant 2 diplomates, mais en réalité, le processus électoral, il est interrompu. Pourquoi ? Parce qu'il aurait été officiellement déréglé par la Russie à travers une manipulation du réseau TikTok qui a favorisé les algorithmes Georgescu. Vous imaginez quand même, ça veut dire que d'abord, TikTok est très employé, utilisé en Roumanie, mais la majorité des électeurs qui ont voté Georgescu n'ont pas TikTok. Je veux dire, ça reste quand même quelque chose. Il n'y a pas 50% de la population roumaine qui utilise TikTok. C'est faux. Donc en fait, c'est. Et puis de toute façon, ça veut juste dire qu'il y a quelqu'un qui a écouté une publicité sur TikTok. Enfin, en quoi est-ce que c'est un crime ? Souvenez-vous, c'était déjà arrivé, Donald Trump avait été accusé d'avoir reçu un soutien des Russes. À l'époque, c'était sur Facebook. Donc, depuis, le FBI, pourtant, époque Joe Biden, s'est penché sur l'affaire, a fait je ne sais combien d'enquêtes pour essayer de creuser la véracité de cette manipulation. Et en fait, en réalité, a conclu qu'il n'y avait aucune preuve et qu'il s'agissait plutôt d'un argument de campagne utilisé par son adversaire, en l'occurrence Hillary Clinton. Donc on est exactement dans la même situation. C'est-à-dire que même si les Russes, en effet, ont des capacités d'intervenir, même si les Russes tentent, et c'est sans doute avéré, de manipuler les élections, mais ça ne peut être qu'à la marge. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la Commission européenne a ouvert une enquête, mais que cette enquête n'a pour l'instant pas abouti. Donc on ne sait même pas si cette manipulation via TikTok est avérée, ou en tout cas qu'elle est plus pesée déjà sur l'élection est douteux, mais en plus qu'elle soit réelle et qu'elle ait été vraiment diligentée par les Russes, parce qu'on n'a pas de conclusion. Donc c'est quand même assez surréaliste d'imaginer que on utilise un argument pareil pour annuler, et je pense que c'est vraiment le plus grave, une élection entre le premier et le deuxième tour, parce qu'on est surpris du résultat et qu'on ne s'y attendait pas, et puis que là, on voit que le candidat qui devient de plus en plus populaire, lui tente à nouveau de se présenter aux élections qui auront lieu en mai. Eh bien, on décide finalement de supprimer purement et simplement l'élection. En fait, on supprime l'élection au nom de la démocratie, ce qui est quand même assez hallucinant quand on y réfléchit. Et un auditeur dans le chat YouTube du direct rappelle très justement qu'en 2017, Barack Obama avait apporté publiquement son soutien à Emmanuel Macron. Pour autant, il n'y avait pas eu tout un tollé face à ce soutien de la part du coup d'anciens présidents américains. Mais non, mais parce que là, vous êtes dans le bon camp. Vous êtes avec des gens qui travaillent pour le bien de l'humanité et de l'être humain. Donc, évidemment, voilà, on ne va pas qualifier le soutien de Donald Trump comme également l'intervention de pas mal de leaders européens en soutien à Kamala Harris contre Donald Trump sur les élections américaines. Donc, voilà. Donc, quand ça se fait dans ce sens-là, il n'y a pas de problème. Mais quand la démocratie n'apporte pas le résultat escompté et que le peuple vote mal, eh bien, dans ce cas-là, il faut intervenir et décider contre lui que le peuple a tort. Alors justement, quand le peuple vote mal, nous ici en France, on était habitués aux barrages, aux
comment on appelle ça, Au castor. Au Front républicain. au Front républicain, oui, non, mais enfin voilà, aux manipulations politiques pour tenter d'infléchir les résultats. Là, on franchit quand même une nouvelle étape avec la suppression pure et simple, en tout cas la tentative, ça aboutira peut-être pas, il y a encore des recours possibles, mais la suppression pure et simple d'un candidat. Je veux dire, bientôt, c'est les élections avec un candidat unique, en fait. Bah, écoutez, ce qui est intéressant avec la Roumanie, précisément, c'est que beaucoup des structures d'ancien régime sont restées en Roumanie, et notamment la Securitate, à l'image un petit peu, on va dire, du FSB en Russie avec Poutine. C'est-à-dire que ces structures survivantes de l'époque soviétique existent encore et pour une part, ont une emprise sur la société. Et de voir que, en fait, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que ces structures d'ancien régime sont utilisées dans le cadre de l'Union européenne, et aujourd'hui avec quand même des conséquences et des visées assez menaçantes pour la démocratie, la vraie, puisque on empêche un candidat mais vous savez, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que je regardais ce matin une info, comment France Info relatait cet événement, en mettant en avant le caractère d'extrême droite de Kalin Georgescu. C'est marqué le candidat d'extrême droite, la candidature de Georges, un candidat d'extrême droite, annulée en Roumanie. Sous-entendu, cette candidature est annulée parce que le candidat est d'extrême droite. Vous voyez, c'est une manière de présenter les choses. Il ne serait pas d'extrême droite, on dirait oh là là, il y a un déni de démocratie. Mais comme il est d'extrême droite, on se dit ah oui, finalement c'est peut-être bien. Donc en fait, voilà, c'est toujours la même idée, c'est toujours le même cheminement de la part d'individus. Vous avez en préambule de cet entretien évoqué Thierry Breton, de la part d'individus qui on voit au chapitre et qui aujourd'hui n'ont plus aucune responsabilité en plus. Thierry Breton est ancien commissaire européen. Alors, il n'a pas fait de déclaration là, mais en l'occurrence, quand il s'était affronté à Elon Musk, il a beaucoup commenté cette actualité roumaine, et il avait confirmé justement l'annulation de cette élection en disant on fera la même chose, on pratiquera la même chose, en invoquant évidemment son fameux acte en Allemagne avec l'AfD. Alors, imaginez si l'AfD avait gagné l'élection ou était en passe de la gagner, eh bien, il y aurait sans doute eu quelque chose de similaire. Et on peut s'inquiéter de ce qui peut se passer désormais, parce que ce qui est très intéressant aussi, et je fais une petite parenthèse, un petit pas de côté sur la situation en Syrie aujourd'hui, où on a vu des massacres pendant tout le week-end d'Alaouites perpétrés par le nouveau pouvoir en place, qui est donc représenté par Ahmed Al-Shara, qui est un ancien djihadiste, qui est quelqu'un qui est appartenu à Daesh et à Al-Qaïda, sur lequel l'Europe s'est précipitée pour l'adouber, considérant que c'était une véritable libération de la Syrie après les 60 ans de dictature de Bachar el-Assad, les horreurs, etc., dont on nous parle. Et puis là, subitement, les hommes d'Al-Shara et ses alliés, alors on essaye de dire oui, mais attendez, c'est des djihadistes étrangers qui ont fait ça, mais en réalité, quand vous regardez les vidéos, vous avez un peu l'habitude d'entendre les Syriens, vous comprenez que c'est en guise de djihadistes étrangers. Non, ils ont parfaitement l'accent syrien pour beaucoup. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des Ouïghours ou des Tchétchènes qui ont perpétré ces horreurs, mais en tout cas, une partie a été perpétrée par des Syriens et des hommes de Jolani. Et là, aujourd'hui, on a l'Union européenne qui, pareil, travestit les faits et explique qu'en fait, le pouvoir en place qu'elle a cautionné se bat contre des éléments pro-Bachar, en fait. Que ces Alaouites sont alors que une grosse partie de la communauté, une immense majorité de la communauté alaouite était en bisbille avec le parti basse et Bachar el-Assad, et qui n'est pas du tout représentatif de cette communauté. Mais là, on vous explique en fait, voilà, comme on a cautionné ce pays, eh bien, on va soutenir ce gouvernement parce que, voilà, on a mis nos billes auprès d'un djihadiste ancien d'Al-Qaïda et de Daesh, précisément au moment où en France on s'apprête à commémorer en novembre les 5 ans du Bataclan, quoi. On est quand même dans les 10 ans, pardon, du Bataclan. On est quand même dans une situation ubuesque où Kaja Kallas, qui est la diplomate en chef de l'Union européenne, nous explique qu'en fait, si les Alaouites ont été massacrés, c'est parce que ce sont des anciens de Bachar, des soutiens de Bachar el-Assad.
Et surtout, elle nous explique non pas qu'ils ont été massacrés, mais qu'ils étaient en train de se révolter et que les forces de l'ordre ont été, bien malgré elles, obligées, évidemment, de les supprimer, parce que c'est bien connu, quand on fait une opération de maintien de l'ordre, la seule bonne manière de maintenir l'ordre, c'est d'éradiquer l'intégralité des manifestants. Mais vous savez, on n'est pas loin de la vision du Parti communiste, de l'insurrection de Budapest ou de celle de Prague, hein, avec ce genre de communiqué. Alors, quant à la suppression des élections parce qu'il y a danger pour la démocratie, on peut imaginer aussi qu'elle est tout à fait typique d'une dictature de l'Est, où, de toute façon, les forces réactionnaires sont toujours à l'œuvre pour essayer. Là, voilà. Donc là, on a autorisé des élections, mais attention, il faut mieux pas les autoriser jusqu'au bout parce que ça pourrait changer la donne et ça pourrait aller dans un sens qui n'est pas le nôtre. Là, on est dans des choses qui sont assez peu démocratiques et on voit que cette superstructure européenne qui est représentée par des gens non élus, qui n'ont pas été nommés par quiconque, eh bien, décide de l'avenir de l'Europe, décide de ce qu'on doit penser, décide de ce que notre avenir doit être, notre avenir commun. Et là, il y a vraiment je dirais, une fuite en avant en ce moment, parce qu'on sent bien que dans le même temps, évidemment, les souverainetés nationales rehaussent la tête et qu'un peu partout en Europe, les peuples s'interrogent justement sur par qui ils sont gouvernés, au nom de qui, au nom de quoi et surtout vers où on va. Il nous reste quelques minutes. Régis Le Sommier, on a parlé de Roumanie, on a parlé de Syrie. Vous vouliez nous parler aussi un petit peu du front ukrainien et de Koursk précisément. Oui, alors ça, c'est une info aussi du week-end. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Ce qui est en train de se passer à Koursk est quand même très intéressant parce que dans le cadre justement de cette guerre, les Américains, on le sait, depuis mercredi dernier, 14 heures, ont supprimé l'échange d'informations et de renseignements avec les Ukrainiens, ce qui veut dire que une partie des satellites utilisés par les Ukrainiens, notamment pour, on va dire, ajuster les tirs des canons, des lance-missiles HIMARS, par exemple, ne sont plus utilisés, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus dépasser une distance de 60 km avec ce type d'arme. Pour les attaques MS, c'est la même chose, c'est-à-dire les missiles longue portée avec lesquels ils pouvaient frapper au cœur de la Russie, et bien tout ça, c'est désactivé. Les Américains donc ont arrêté cet échange d'informations et ça a pour conséquence aujourd'hui, même si Starlink, vous savez, le réseau d'Elon Musk satellitaire d'accès à l'internet n'est pas arrêté encore, mais il pourrait l'être, eh bien ça a perturbé de façon assez significative à Koursk les opérations, même si ce n'est pas la seule raison. Le saillant de Koursk est affaibli depuis pas mal de temps, depuis plusieurs semaines. Les Russes ont à peu près tous les axes de ravitaillement de logistique ukrainiens sous leurs canons depuis, on va dire, 2 semaines. Donc les Ukrainiens ne peuvent plus recevoir d'aide. Et ce qui s'est passé hier est assez incroyable puisque en fait, l'offensive a été déclenchée par une compagnie de soldats russes qui ont traversé pendant 16 km à pied à l'intérieur du pipeline qui approvisionne en gaz la Russie et l'Europe, pipeline dont la fourniture de gaz a été interrompue en janvier dernier par Volodymyr Zelensky. Eh bien, les Russes ont opportunément utilisé ce pipeline pour arriver sur l'arrière des troupes ukrainiennes à Souja et surprendre et mettre à mal le dispositif dans sa partie centrale. Il y a eu des attaques conjointes au nord, à l'est et à l'ouest, donc sur 3 directions. Et du coup, les Ukrainiens ont abandonné tout le nord du saillant de Souja, se réfugiant autour de la ville de Souja et au sud, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ne contrôlent à peine que 200 km² de territoire russe. C'est très important parce qu'il s'agissait quand même de la carte que Zelensky avait dans d'hypothétiques futures négociations avec la Russie, c'est-à-dire de dire l'Ukraine est présente sur une portion de territoire russe, et ça c'était important. Aujourd'hui, c'est pratiquement terminé. Les Ukrainiens vont devoir, parce qu'ils ont beaucoup d'hommes encore là-bas, plus de 10 000 soldats, et ils vont devoir opérer une sorte de repli un peu à la manière de la poche de Falaise, comment les Allemands étaient sortis de la bataille de Normandie, en sacrifiant certaines unités pour que les autres puissent s'échapper. Donc on est dans peut-être un tournant du conflit d'un point de vue du front, puisque
s'il s'avère que l'absence de renseignements américains, c'est pas tout à fait l'aide américaine, puisque l'aide américaine, elle commencera à se faire sentir, cette suppression de l'aide américaine, elle commencera à se faire sentir, on dira, d'ici l'été. Maintenant, pour le moment, les Ukrainiens ont de quoi militairement tenir, mais s'ils n'ont plus ce renseignement, et donc les Russes ont profité de l'opportunité pour lancer cette offensive du week-end et quasiment réduire, on va dire, cette poche que les Ukrainiens contrôlaient encore dans l'oblast de Koursk. Hmm. C'est terrible ce que vous nous dites là, ces unités qui vont peut-être devoir être sacrifiées. Est-ce qu'on peut pas espérer la fin du conflit avant justement d'en arriver là? C'est même déjà le cas, puisque un certain nombre de ces unités ont tenté de quitter leur position en abandonnant leur matériel lourd, les équipements, notamment des équipements étrangers dont les Russes ont pu s'emparer à pied, en courant, et on voit des vidéos de drones, parce que évidemment on voit tout se passe quasiment par drone aujourd'hui, de drones en train de poursuivre ces soldats qui courent à travers les champs en entendant le bourdonnement mortel de ces engins, et se faire abattre, puisque il y a tellement de drones aujourd'hui dans cette guerre que les drones ne se contentent plus simplement d'attaquer des points où il y a plusieurs soldats, mais ils attaquent aussi des soldats individuels. Ils vont contre des soldats, c'est des drones d'attaque, et leur multiplication, c'est encore. Nous avions accompagné avec Omerta en novembre dernier une unité de dronistes russes sur le front de Souja, précisément dans ce saillant de Koursk. Eh bien, nous avions déjà constaté à quel point le drone est devenu totalement central dans la guerre, et là, dans la fuite des Ukrainiens, c'est une arme redoutable qui a déjà été utilisée par les Russes. Je ne sais pas comment les Ukrainiens vont s'y prendre pour quitter ce piège finalement, et d'après ce qu'on dit, une partie de leurs troupes serait aujourd'hui encerclée. Richard, non mais non. On a entendu aussi la semaine dernière des informations comme quoi les Ukrainiens auraient eu un gain territorial important et assez inédit depuis 6 mois. Et ensuite, donc, comme vous en parliez tout à l'heure, une contre-offensive russe, justement, qui aurait fait perdre un tiers de ce territoire gagné. Concrètement, est-ce que la dynamique qu'ont enclenché donc les Ukrainiens il y a une semaine ou 10 jours est définitivement enrayée pour vous? Pour Souja, oui, c'est certain. Le fait est quand même que les Ukrainiens ont changé un petit peu leur fusil d'épaule à propos de ces territoires conquis aux Russes, en envoyant une partie de leurs troupes d'élite, on va dire, les éléments d'Azov notamment, et d'autres bataillons, Kraken et autres, du côté de Pokrovsk, Toretsk, et sur le front également de la vallée de l'Oskil, c'est-à-dire un peu plus au nord, pour pouvoir justement mener des contre-offensives. Ces contre-offensives du côté de Pokrovsk et Toretsk ont été relativement, je dis bien relativement, couronné de succès. Toretsk est une ville un bourg qui a été repris par les Russes et qui aujourd'hui à nouveau, dont certaines parties sont en zone contestée, ce qu'on appelle la zone grise. Pour ce qui est de Souja, évidemment, le départ de ces bonnes troupes, s'est fait par une rotation, et les Russes, en fait, souvent attaquent pendant les rotations. C'est-à-dire qu'ils profitent du fait que l'unité aguerrie qui tenait le secteur se replie, et une unité qui connaît moins le secteur, évidemment, qui souvent est peut-être de moindre valeur militaire, vient s'installer pour lancer leurs attaques. C'est comme ça qu'ils procèdent à Koursk, c'est comme ça qu'ils ont réduit ce saillant qui, en août dernier, a représenté quand même jusqu'à 1200 km² et qui aujourd'hui ne fait plus que 200 km². Richard de Cesse, vous aviez une question. Est-ce qu'à votre avis, les pourparlers de paix vont vraiment s'accélérer, ou est-ce qu'on est parti encore pour des semaines et des semaines de négociations? Vous avez une minute, Régis. Ouais, alors je vais essayer de synthétiser. Non, avec Trump, on peut savoir des choses, c'est-à-dire que quand il tape du poing sur la table en menaçant à nouveau la Russie de sanctions, on sent qu'il y a des choses qui avancent pas. Maintenant, on n'est pas dans le secret des dieux. Les Américains et les Russes ne communiquent pas, à la différence de Zelensky et des Européens, sur une menace ou des choses. Ils ne font pas comme le président Macron à agiter le chiffon de la guerre. Ça avance,
Mais si Donald Trump menace à nouveau de sanctions comme il l'a fait vendredi, c'est que les choses ne vont pas aussi bien ni aussi vite, à mon sens, que le même Donald Trump le souhaiterait. Il veut obtenir un cessez-le-feu rapidement pour être couronné de cette casquette d'homme de la paix. Il aimerait qu'à Gaza aussi les choses accélèrent. Maintenant, Trump a beau avoir sa rhétorique de campagne et vouloir l'appliquer, la réalité est souvent bien différente des souhaits d'un homme politique, fût-il le plus puissant du monde.